Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des Mémoires d'Adrien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo bibliothèque idéale d'une youtubeuse qui a publié sur sa propre chaîne sa vidéo de la bibliothèque idéale, qui a répondu à ces 20 questions qui permettent petit à petit de concocter sa propre bibliothèque idéale, du roman français que vous avez préféré au roman que vous avez détesté en passant par votre recueil de poèmes préféré ou votre pièce de théâtre. Plein de questions, un questionnaire pas si évident. N'hésitez pas à aller regarder toutes les dernières vidéos de Bibliothèque Idéale qui ont déjà été publiées sur ma chaîne YouTube, notamment celle de mon épouse que vous avez très souvent réclamé qu'apparaisse un jour sur cette chaîne. Ben voilà, elle est apparue et elle a même fait brillamment ce questionnaire de la Bibliothèque Idéale. Et aujourd'hui, ça va être le tour de Manonnaise, qui est une chaîne de littérature. Elle donne des conseils, des tests, des recommandations, des bilans lecture sur sa chaîne YouTube. Donc je vous mettrai évidemment le lien vers sa chaîne YouTube dans la description de cette vidéo. Et donc elle a répondu à la bibliothèque idéale. Je vais vous mettre, comme je fais souvent et comme je fais tout le temps, même lorsque c'est une personne qui a sa propre chaîne YouTube, je ne vais pas vous mettre la vidéo en intégralité. Et donc on va commencer de suite avec la première des réponses. Celle-ci, on la connaît, on s'en souvient. Quel est votre roman français préféré? Alors, mon roman français préféré, c'est non seulement mon roman préféré, mais aussi mon livre préféré de tous les temps. Et il s'agit de Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Alors, je vous ai déjà longuement parlé de ce roman dans une précédente vidéo. Mais si je ne devais dire qu'une chose sur ce roman, c'est pour moi un magnifique, incroyable, tellement gigantesque roman des affres de la passion amoureuse qui détruit un couple et en même temps une superbe satire de la société bourgeoise, de l'hypocrisie de la société même. Ça fait plusieurs fois qu'on me le recommande et beaucoup disent que c'est une belle histoire d'amour, d'autres disent que c'est un roman qu'ils détestent. Lorsque j'avais posé la question, il était très souvent cité comme étant le roman qu'ils avaient détesté. Mon épouse l'ayant lu, elle m'avait dit qu'elle avait trouvé ce roman à la fois bouleversant, à certains égards effectivement assez heurtant, mais également extrêmement drôle et satirique. Donc moi j'ai prévu de le lire, mais pour l'instant je ne peux pas en dire davantage ne l'ayant pas lu. On va passer maintenant de suite au roman étranger préféré. Prochaine question, ton roman étranger préféré. Alors c'est un roman que j'ai lu il y a très longtemps, il y a fort longtemps, quand j'étais adolescente. Je sais pas si j'aurais toujours le même avis dessus aujourd'hui, mais en fait j'en ai gardé tellement un souvenir impérissable que je voulais le mentionner, et il s'agit de La Sélection de Kirakas. Alors c'est une saga de plusieurs livres, des dystopies. Il s'agit en fait de l'histoire de l'Amérique après un événement catastrophique, comme au début de toutes les dystopies, et l'héroïne, qui s'appelle America, et son prénom n'est pas innocent, se voit contrainte de participer à ce qu'on appelle la sélection, c'est-à-dire une émission de télé-réalité retransmise donc en direct, au cours de laquelle 35 candidates issues de différentes castes de la société, puisque la société est organisée en castes, vont pouvoir séduire le prince qui est à marier. J'aime bien l'idée, après avoir dans le contenu, je connaissais pas du tout, y compris le titre, je n'en avais jamais entendu parler. Donc pourquoi pas, est-ce que vous connaissez vous de votre côté, mais pourquoi pas, ça a l'air intéressant. Première surprise déjà avec cette bibliothèque idéale, avec ce roman étranger préféré que je ne connaissais pas du tout. C'est rare parce qu'en général, c'est vrai qu'à cette question, les gens répondent des grands classiques, et là on a un roman franchement étonnant et qui m'intrigue énormément, donc je vais quand même aller y jeter un œil. On va passer à la suite avec le cadeau qui l'a le plus touché. Ensuite, le cadeau qui vous a le plus touché, eh bien, il s'agit de Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. C'est une amie avec qui j'entretiens une correspondance écrite qui me l'a envoyée par la poste. C'est son roman préféré, un roman en vers, donc très particulier et que j'ai beaucoup aimé. Adapté, enfin c'est une réadaptation, de réécriture de Eugène Onegin. C'est assez drôle parce que je l'ai reçu le jour de mon anniversaire et je lui ai envoyé un message, je lui ai dit « Ah tiens, c'est gentil, tu m'as offert un livre pour mon anniversaire » et j'étais surprise qu'elle se souvienne de ma date d'anniversaire, puis elle m'envoie un message, elle me dit « Ah mais non, je savais pas que c'était ton anniversaire, c'est une coïncidence incroyable que le livre soit arrivé le jour de mon anniversaire ». Mais bref, ça a été une superbe lecture. Moi qui suis pas très poésie ni versification, j'ai trouvé que le vers apportait vraiment quelque chose au roman. Et d'ailleurs, je pense le relire. Elle est marrante cette anecdote liée au jour de son anniversaire. Je ne connaissais pas, mais j'avais juste envie de dire ça, c'est que comme souvent dans ce format de la bibliothèque idéale, je me rends compte que vos réponses et le fait qu'on se souvienne de certains livres qu'on a lus, qu'on a reçus, sont très souvent liés à des moments importants, touchants, avec des amis proches de la famille. On découvre surtout que les livres nous accompagnent tout le temps et que les livres qui nous marquent le plus sont souvent des livres qui ont été là à des moments importants, tristes, heureux, tragiques.
de notre vie. Le livre qui vous a fait le plus peur, alors c'est un livre que j'ai récemment lu, c'est pour ça que j'en garde un souvenir quand même assez proche, assez récent, je peux vous en parler par rapport à l'émotion, la peur que j'ai ressentie. Il s'agit de la saga Blackwater, sur laquelle je vais vous faire une vidéo très prochainement. J'aimerais bien vous faire une vidéo sur tous les livres de Michael McDowell que j'ai lus parce que c'est un auteur que j'ai découvert cette année et que j'adore vraiment. Il s'agit d'une saga historico-fantastique qui se passe au début du XXe siècle en Alabama aux États-Unis, au sein d'une famille. Donc on va suivre la famille sur plusieurs générations et il y a des événements de nature surnaturelle qui se déroulent au cours de l'histoire. Et en fait, on n'a jamais vraiment trop d'éclairage sur ces événements surnaturels qui vont entraîner des morts inquiétantes, mystérieuses de personnages. Ah, c'est intéressant parce que je compte la lire cette saga. En tout cas, j'ai le tome 1 que j'avais trouvé en vide-grenier. Donc Blackwater, je l'ai. Intéressant. Non, c'est très intéressant. Et ce qu'elle en dit après, alors je vous ai pas mis tout l'extrait, comme je vous dis, vous pouvez aller regarder sa vidéo sur sa chaîne YouTube. Je trouve ça très très intéressant ce qu'elle a dit. Donc ça m'intrigue. Et surtout une manière un peu particulière d'avoir peur avec ce livre, d'après ce qu'elle dit. Donc c'est très intéressant ce que nous dit Manon là. Donc pourquoi pas, voilà. Allez, prochaine question, je crois peut-être la biographie préférée, mais je prends un risque là, parce que je suis pas sûr du tout. Prochaine question, la biographie préférée. C'est ça, hein. Alors là, j'ai voulu parler de 2 ouvrages parce qu'il y a une biographie vraiment à proprement parler qui est même une biographie très historique et une œuvre qui est plutôt littéraire de l'autre côté et qui appartient plutôt au genre des mémoires, donc une dimension autobiographique. Alors, la biographie dont je me rappelle le plus, c'est peut-être pas la biographie préférée, mais je m'en rappelle beaucoup, c'était la biographie de Flaubert, de Gustave Flaubert, par Michel Vinocq. J'avais été obligée de la lire en hippocane parce que je voulais faire un exposé sur Gustave Flaubert. Enfin, on avait plusieurs possibilités de sujets, et moi j'avais choisi Gustave Flaubert parce que c'était un auteur que j'appréciais beaucoup. Et vraiment, lire cette biographie par un historien chevronné, Michel Vinocq, j'étais vraiment surprise de découvrir le personnage de Gustave Flaubert, je m'attendais pas du tout à ça, en fait c'était un bourgeois misanthrope, le petit grognon, moi il m'a fait penser au nain grincheux dans Blanche-Neige et les 7 nains. J'ai compris l'ironie dans ses romans aussi en lisant sa biographie, en comprenant que ce mec est vraiment ironique aussi par rapport à sa propre vie. Et sinon, j'avais beaucoup envie de vous parler des Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Alors ici, c'est un genre qui est un peu différent de la biographie, puisque ce n'est pas un historien qui écrit sa vie, mais c'est lui-même qui raconte ce qu'il a vécu. Dans les mémoires, à la différence de l'autobiographie, il y a une dimension très historique, c'est-à-dire que le personnage n'est pas seulement en train de raconter sa vie en tant qu'individu, mais il donne une perspective historique à sa vie, il s'inscrit dans une histoire, dans une chronologie. Et donc il est question aussi beaucoup d'événements historiques. Chateaubriand, c'est un auteur que j'adore. Le romantisme, la grandeur du style, aussi l'importance de l'histoire dans les Mémoires d'outre-tombe. Alors j'ai aussi lu ces romans René et Atala, qui sont de courts romans romantiques. J'ai moins aimé, franchement j'ai moins aimé, mais les Mémoires d'outre-tombe, il y a tous les paragraphes, il y a des claques, des citations vraiment qui se retiennent. Il y a une esthétique de la ruine, de la nostalgie, de la mélancolie par rapport à son enfance, à sa jeunesse. Déjà pour les Mémoires d'outre-tombe, je ne peux que valider. Effectivement, c'est un immense chef-d'œuvre et je confirme ce qu'elle dit. C'est presque une claque par paragraphe. Parfois, on me demande, mais c'est quoi le style? Un jour, je ferai une vidéo sur ça parce que parfois, on en fait un peu trop de ce mot, le style, sans forcément l'expliquer après. Et en allant un peu vite sur le fait de dire, avant, il y avait du beau style et aujourd'hui, non. Bon, ça, j'y reviendrai, c'est pas l'objet de cette vidéo. Mais clairement, ce livre, Les Mémoires d'outre-tombe, si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est qu'un livre bien écrit, vous n'allez pas forcément savoir qu'est-ce que c'est qu'un livre bien écrit, mais vous allez déjà savoir quel est l'exemple d'un livre bien écrit. Parce que là, clairement, il est magnifique. J'adore. Et puis, il est drôle, il est historique, il permet de comprendre l'époque, il permet également de sourire un peu de Chateaubriand lui-même, parce qu'on voit très souvent à quel point il exagère un peu. Je pense qu'il enjolive un peu sa présence, sa place, ce qu'il a pu dire. Enfin, c'est du Chateaubriand. Il y a des moments où il explique qu'il était présent à certains endroits. Les historiens aujourd'hui nous disent que c'est impossible qu'il ait été là. Donc, bon, c'est du Chateaubriand, mais c'est aussi pour ça qu'on l'adore. Et puis moi, ça a été mon cadeau qui m'a le plus touché dans ma vie, parce que c'est le premier cadeau que m'a offert mon épouse lorsque je suis arrivé en Bretagne. En plus, dans la belle édition de la Pléiade. Et puis quant à Flaubert, c'est intéressant de découvrir des écrivains, leur biographie. Je ne le fais pas suffisamment, moi. J'aimerais bien m'y mettre davantage. Là, j'aimerais bien prochainement lire par Mitterrand la biographie, Henri Mitterrand, pas François, mais Henri Mitterrand, la biographie d'Émile Zola, qui est un gros pavé en 3 tomes d'à peu près 800-900 pages chacun.
mais pour préparer un podcast bientôt que je ferai sur Zola. Mais clairement, ouais, c'est intéressant de lire des biographies d'auteurs. Je me souviens, j'avais lu celle de Balzac par Théophile Gautier, donc passionnant, mais Balzac aussi, Stefan Zweig a écrit sur lui. Enfin, c'est vrai que c'est intéressant et que je ne le fais pas assez de lire des biographies d'écrivains. Donc elle m'a donné envie de lire celle-ci sur Flaubert, ça m'intéresse énormément. Un autre personnage que j'aimerais beaucoup connaître, et une belle biographie que j'aimerais lire un jour, c'est celle de Baudelaire. Voilà. Donc si vous connaissez une belle biographie sur Baudelaire, ça m'intéresse. Prochaine question, le livre qui vous a fait pleurer. Alors là pareil, c'est une lecture très récente. Très peu de livres arrivent à me faire pleurer en règle générale, mais là, franchement, j'étais surprise. Parce que généralement, c'est plus le cinéma qui arrive à me faire tirer les larmes, et je pense que ça, c'est assez consensuel, hein. On pleure plus devant un film ou devant une série que devant un livre. Et là, j'ai pas pu retenir mes larmes à la fin de Martin Eden de Jack London. C'est l'histoire d'un personnage donc Martin Eden, un personnage éponyme, qui va démarrer de rien et qui va réussir à devenir un auteur à succès. Et ça, juste pour une chose. Un seul but, c'est conquérir la femme qu'il aime. Une femme qui n'est pas de la même classe sociale que lui et qui va finalement lui causer beaucoup de problèmes. Et en réalisant ce but de devenir un auteur à succès pour plaire à cette femme, il va lui-même prendre conscience qu'il adore lire, qu'il adore écrire. Il va s'ouvrir tout un univers culturel dont il ne disposait pas. Martin Eden, moi, j'ai rien à rajouter de tout ce qu'elle a dit. Hein. Et bien encore, je vous ai coupé une partie, donc elle en parle un peu plus dans sa vidéo. Et derrière, elle nous apprend qu'elle avait fait une vidéo spéciale sur Martin Eden. Donc je vais aller l'écouter, et je vous encourage déjà à aller l'écouter, parce que de toute façon, tout ce qui peut faire lire Martin Eden est bien. Parce que moi, Martin Eden, depuis que je l'ai lu, je le place parmi mes romans préférés de tous les temps. Je n'avais pas encore fait, avant de le lire, ma vidéo des 20 romans indispensables à lire une fois dans sa vie. Clairement, il y trouverait sa place parce que pour moi, Martin Eden, c'est un immense chef-d'œuvre pour tout ce qu'elle a dit, pour plein d'autres raisons encore. Enfin bref, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Lisez Martin Eden. Mon Dieu, lisez Martin Eden. Livre que vous avez détesté. J'avais fait une vidéo il y a très vraiment où je vous parlais des livres que je n'ai jamais finis. Et bien je vais prendre parmi ces livres-là. Le premier, c'est Thérèse Desquéroux de François Mauriac. Alors là, franchement, j'ai vraiment pas aimé le livre. C'est une histoire de procès d'une femme. Je ne sais plus pourquoi ce livre m'a tant déplu, mais vraiment ce livre m'a déplu. En plus, je pense que j'étais très déçue parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de génial. Je sais pas pourquoi. Mais franchement, grosse déception. Je sais pas si je m'y replongerai un jour. Et puis sinon, j'ai essayé de recommencer plusieurs fois Les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Et je pensais que j'allais adorer ce roman. Mais vraiment, qui est en fait un roman mémoire, donc des mémoires fictionnalisées de l'empereur Adrien. Déjà, j'adore l'Empire romain. Le latin, j'adore le latin et j'adore l'Empire romain. C'est une période historique qui fait partie de mes périodes historiques favorites. Et en plus, j'adore le genre des romans mémoires, des mémoires, le projet, vraiment banger. Et à la lecture, j'ai trouvé ça beaucoup trop philosophique. Alors c'est très bien écrit, mais beaucoup trop philosophique, pas assez dans la fiction, trop théorique. On est trop dans les tergiversations d'Adrien. Et il n'y a pas vraiment d'action. Enfin, j'ai été assez déçue, j'ai essayé de le recommencer plusieurs fois. Le plus loin que j'y suis allée, c'était à la page 100. Bon. Il va vraiment falloir que je fasse cette vidéo sur les mémoires d'Adrien. Le roman qui a quand même donné le nom à cette chaîne. Là, ça devient plus que nécessaire. Ta pièce de théâtre préférée, il s'agit de Bérénice de Racine. Alors là c'est pareil, j'en ai parlé plein de fois sur cette chaîne. Je vous renvoie à ma vidéo sur toutes les tragédies de Racine que j'ai lues. En fait j'ai tout lu. Et Bérénice c'est vraiment la tragédie la plus magnifique du monde, vraiment. C'est l'une de mes 4-5 peut-être pièces de théâtre préférées de tous les temps. C'est tellement beau, c'est tellement génial, ça se résume en tellement peu de phrases et pourtant c'est tout un monde lorsqu'on l'a lu. Bérénice de Racine, oui, voilà, je dis un grand oui. Ton recueil de poèmes préféré? Alors là, il s'agit des Amours jaunes de Tristan Corbière. C'est un recueil de poésie qui est très peu connu et je trouve qu'il mériterait d'être beaucoup plus. C'est un poète de la fin du 19e siècle, considéré comme l'un des poètes maudits. Il a eu une vie très courte et très malheureuse. Il était laid, fragile, maladif et malheureux en amour. Son unique recueil, Les Amours jaunes, en plus il n'a pas été connu de son vivant, c'est un recueil tout en autodérision qui se rit de la figure du poète et de l'amant malheureux, qui est très dans l'ironie, l'humour, mais aussi avec des formules extrêmement belles.
On retrouve aussi des éléments de chez Baudelaire, la mélancolie, la nostalgie, mais le tout avec un ton drôle. Tristan Corbière joue beaucoup avec la forme, il déconstruit le vers tout en reprenant des formes traditionnelles comme le sonnet, mais il joue beaucoup avec la ponctuation, avec les tirets, il y a quelque chose de très anglais aussi là-dedans. Absolument génial et je vous encourage très fortement à aller découvrir Les Amours jaunes de Tristan Corbière. Ah, je l'ai ce recueil, je l'avais trouvé en boîte à livres, figurez-vous un jour, et je ne l'ai toujours pas lu. L'avantage avec la poésie, c'est qu'on peut lire ça comme ça au goûter ou le soir, même si on lit d'autres romans en même temps, d'autres essais. C'est le grand avantage de la poésie, on peut progresser petit à petit au travers de la poésie. Donc c'est ce que je vais faire. Donc merci de me faire découvrir Tristan Corbière. Le livre qui t'a fait le plus rire. Je pense qu'il s'agit de Art de Yasmina Reza. C'est une pièce de théâtre contemporaine, fin du XXe siècle, qui porte donc sur l'art, comme son nom l'indique, mais c'est une critique en fait de l'hypocrisie du milieu de l'art et aussi de l'hypocrisie des relations humaines, en particulier de l'amitié. C'est une pièce que j'ai étudiée au lycée, que je vais faire étudier à mes élèves. Alors c'est pas le livre en soi qui m'a fait éclater de rire, mais c'est plutôt sa mise en scène, avec notamment Fabrice Lucchini et Pierre Arditi, qui est disponible sur YouTube. Cette pièce, franchement à lire, elle est pas très drôle, mais mise en scène, c'est incroyablement drôle. C'est une pièce qui, au-delà d'être drôle, est assez critique et propose une réflexion que je trouve pertinente sur non seulement le milieu de l'art, mais au-delà de ça, les relations humaines et l'amitié. Alors là, c'est intéressant. C'est une bonne leçon, je pense, que je reçois, parce que je me souviens que je l'ai lu, cette pièce de théâtre, et que je l'ai détestée. Mais clairement détestée, je l'avais dit également ici. Et pour le coup, il est vrai que le théâtre, alors il y a des pièces qui, lorsqu'elles sont géniales, on n'a pas besoin de la mise en scène pour les sublimer. C'est ce qui fait que je maintiens un petit peu ma critique quand même. Notamment Racine, il n'y a pas besoin d'une mise en scène de Racine pour trouver que c'est génial. Corneille, c'est pareil. Vous lisez Corneille, c'est bon, vous avez ce qu'il faut. Shakespeare aussi. Molière, ça dépend des pièces déjà. Mais art, il est vrai que... Et beaucoup me disent que pour Beckett, Ionesco, le théâtre de l'absurde, c'est pareil. Bon, désolé, j'ai regardé des mises en scène, j'ai quand même détesté. Mais art, écoutez, elle éveille ma curiosité au moins, d'aller regarder, parce qu'en plus j'aime beaucoup Fabrice Lucchini, voilà. Certains disent qu'il a mauvaise presse, qu'il en fait trop. Bon ben on dit aussi que j'en fais trop, donc je vais pas reprocher à quelqu'un d'autre d'en faire trop. Et puis moi c'est pas un défaut d'en faire trop, il est passionné. On reproche aux gens d'être passionnés, parce que ces gens-là sont passionnants souvent, voilà. Mais je dis pas que je suis passionnant, là je parle de Lucchini, voilà. Je corrige de suite l'amalgame qui pouvait y avoir. Mais oui, moi j'aime beaucoup Fabrice Lucchini, Pierre Arditi aussi, donc ça m'intéresse d'aller voir cette mise en scène. Mais ce qui ne me fera changer à aucun moment d'avis sur le texte en lui-même, parce que moi on me livre ça comme un livre, et on peut l'acheter comme un livre, donc je le critique comme un livre, pour moi quelque chose qui se vend avec un code ISBN et avec du format papier sans image à l'intérieur, c'est un livre, donc je peux le critiquer comme un livre, sinon il faudrait écrire en dessus, ne lisez pas ce livre, allez surtout voir la mise en scène parce que ça ne sert à rien d'avoir un avis sur ce livre. Non, c'est un livre, on peut avoir un avis. Et j'ai un petit peu trop de fois dit le mot livre là. Heureusement que j'attends pas de livreur. Parce que s'il y avait une livraison maintenant et qu'il me disait bonjour, je viens parce que je vais vous livrer quelque chose, là, ça ferait trop de livres dans le livre, voilà. Et trop de livres tue les livres. Et on serait chez Fahrenheit 451, voilà. Et là j'ai beaucoup trop digressé, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que art, j'avais détesté, mais je vais quand même aller regarder cette mise en scène. Tout ça pour ça. Le livre qui t'a fait le plus lire. Un peu étrange comme question, mais j'aime beaucoup. Je pense que c'est Du côté de chez Swann de Marcel Proust. Alors je vous explique pourquoi. C'est un livre que j'ai commencé une première fois et que j'ai arrêté au bout de 2 pages parce que c'était pas le moment de le lire, j'étais en prépa à ce moment-là. Que j'ai recommencé en Master 1 suite à un défi qu'une amie m'a donné. Viens, on va lire toute la recherche de Marcel Proust. D'accord. Et finalement j'ai dévoré le livre en 3 semaines, j'ai adoré. Et en fait je voulais poursuivre la recherche, lire un tome par an. Donc la recherche, c'est une longue saga de 7 livres qu'a écrit Marcel Proust, raconte l'histoire du narrateur, en fait c'est le narrateur qui raconte sa propre histoire et l'histoire des personnes qui gravitent autour de lui. Et plein d'autres références aux souvenirs, à la nostalgie, à l'enfance, aussi des réflexions sur l'écriture, la société du début du XXe siècle, de la fin du XIXe siècle, dimension aussi très satirique dans les romans de Proust.
Et donc du côté de chez Swann, finalement je l'ai lu il y a 2-3 ans et je ne m'en souvenais plus vraiment, enfin j'avais des souvenirs plutôt agréables de ma lecture et je me suis dit non, il faut que je recommence la recherche, il faut que je la lise, il faut que je la termine un jour. Donc j'ai repris du côté de chez Swann, j'ai terminé il n'y a pas très longtemps et je m'apprête à lire donc prochainement, je l'ai acheté, il est juste là dans ma bibliothèque, le prochain tome de la recherche, donc le deuxième. J'aimerais avoir réussi à finir la recherche avant mes 30 ans, donc il me reste à peu près 5 ans et demi. Je sais pas si ce sera faisable, mais en vrai, si je lis un livre et demi par an, ça peut se faire, ça peut se faire. En tout cas, c'est le livre qui m'a fait le plus lire puisque je l'ai relu et je l'ai même commencé. En plus de ça, c'est le livre qui va entraîner d'autres livres, 6 énormes livres. Donc je pense qu'à la fin, la recherche en entier, ce sera la saga de livres qui m'a fait le plus lire. Alors ça c'est intéressant parce qu'il se trouve que je ne sais pas si Manon a entre-temps lu le tome 2, mais nous en sommes toujours en cours de cette lecture commune que j'ai lancée au début de cette année 2025 de la recherche du temps perdu. On fait une longue pause sur la demande de certains sur le Discord qui ont dit écoutez, nous on n'a pas terminé, ça serait bien qu'on soit ensemble pour terminer la lecture de la recherche du temps perdu. On en a parlé, on a réfléchi, on a évidemment accepté parce que l'idée c'est d'être le plus possible. Donc on commence le tome 3 le 1er septembre. Voilà. 1er septembre 2025, on commence le tome 3. L'idée, ça serait, je pense, de terminer le tome 3 d'ici à décembre, voilà, de ne pas aller trop vite non plus. Et puis l'année prochaine, d'entamer les tomes 4, 5, 6, 7 peut-être, si on en lit peut-être un tous les 3 mois. Et puis on pourrait avoir terminé la recherche du temps perdu l'année prochaine. Donc si Manon n'a pas terminé ou veut le terminer là pour le mois d'août, le tome 2, elle peut nous rejoindre pour la lecture du tome 3 à partir de début septembre de cette année. Prochaine question, ton roman historique préféré? Alors j'adore les romans et les films historiques, aussi les séries. Je trouve que c'est un genre qui me correspond très très bien. J'aime beaucoup ce qui se passe dans le passé, découvrir de nouvelles époques et en particulier le XVIIe siècle, le siècle de Louis XIV, mon personnage historique favori. Et il y a un roman, ou plutôt une série de romans que j'adore, les Angéliques, Marquise des Anges, qui sont assez peu connus. Donc c'est une série de romans de Anne et Serge Gollon qui a été adaptée au cinéma à la fois dans les années 60 puis récemment en 2013. Alors le film de 2013 est pas ouf, mais alors la saga, la série de films des années 60 avec Michel Mercier, mais incroyable. Ce sont mes films préférés après Titanic, j'adore vraiment. C'est avec un style très déclamatoire au niveau des acteurs, mais les costumes, les décors sont vraiment magnifiques et on est plongé dans l'action romanesque de cette série de je ne sais plus combien de livres, je crois qu'il y en a eu 13 ou 14. Les films, il y en a eu 5, mais ils n'ont pas pu tout adapter au cinéma. Je ne savais même pas qu'il y avait des romans à l'origine des films. Je vais faire une confidence, je n'ai jamais vu ces films, en tout cas en entier. C'est-à-dire que je me souviens les avoir vus passer comme ça de temps en temps à la télévision. Il me semble avoir vu ma sœur en voir un jour, ma mère également. Mais jamais je ne m'y suis vraiment arrêté, donc je ne les connais pas. Donc je ne connais pas l'histoire. Et je ne savais pas qu'il y avait des livres à la base. Ça serait intéressant ça. Faire un petit défi, lire tous les Angéliques et puis après regarder l'adaptation des années 60-70. Puis de vous dire ce que j'en aurais pensé. Ça me donne une bonne idée de vidéo ça pour dans l'avenir. Prochaine question, quel est ton premier véritable classique? Et là je dirais qu'il s'agit des fables de Jean de La Fontaine parce que bien que ma famille ne soit pas du tout littéraire, je me souviens de mon père qui nous parlait des fables de La Fontaine et qui nous en parlait donc à table lors du dîner. On faisait des mini-débats sur par exemple qui du corbeau ou du renard a raison, qui est le meilleur, qui a gagné, et puis nous récitait même quelques vers comme ça qu'il connaissait par cœur. C'est la seule réelle fois où je l'ai entendu parler de littérature à table. Mais ça m'avait beaucoup marqué et par la suite ma grand-mère m'a offert un album illustré de certaines fables de La Fontaine les plus connues et puis je les ai beaucoup étudiées aussi en primaire quand on apprend les poésies par cœur, puis ensuite au collège, au lycée, enfin vraiment je suis absolument fan de Jean de La Fontaine et surtout de ses fables. Ah, vous voyez, c'est intéressant ça, hein, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux anecdotes personnelles, par rapport aux livres qui nous accompagnent. Bah là, c'est réunion familiale où elle débattait avec le reste de sa famille, alors qu'en général, ça parle pas trop de littérature chez elle. Bah, elle se souvient de ça, du coup ça l'a marqué. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, cette bibliothèque idéale, elle nous replonge également dans nos souvenirs et dans à quel point les livres ont toujours été là. Et puis en plus, les fables de La Fontaine, c'est génial, donc ça en rajoute encore plus à l'idée que c'était une excellente réponse, vraiment très intéressante. Prochaine question, ton premier choc avec un classique. Et là, il s'agit de mon deuxième roman préféré, Aurélien, de Louis Aragon, que j'ai découvert en prépa, donc sur le tard. Et en fait, ce roman, je l'ai lu une première fois et je savais pas trop quoi en penser. Et c'est en l'étudiant où vraiment j'ai eu une révélation. Je trouvais ça magnifique, c'est magnifiquement bien écrit, donc
Louis Aragon, à l'origine, c'est un poète, mais il a aussi été un très bon romancier. Et ses romans, c'est de la prose poétique pour moi, vraiment, c'est magnifique. Aurélien, c'est une histoire d'amour impossible qui se déroule dans le Paris de l'entre-deux-guerres, et la description de ce Paris des années folles est super bien faite. Cette histoire d'amour impossible entre Aurélien et Bérénice est aussi très très bien décrite. On navigue entre les pensées des personnages et la description d'un monde qui veut oublier l'horreur de la guerre. Voilà, ça fait partie des grands classiques que je n'ai pas encore lus, et ça fait partie des grands classiques que j'ai vraiment très très envie de lire. Ta BD préférée? Là, ce serait tellement difficile de faire un choix parce que j'aime beaucoup les BD, les romans graphiques, mais je vais parler de la BD qui m'a le plus suivie dans ma vie. Il s'agit des Nombrils, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Malheureusement, c'est une série de BD qui a été arrêtée puisque le duo d'auteurs s'est séparé. Mais j'adorais, c'est une BD qui parle de 3 amies, 3 lycéennes, Jenny, Vicky et Karine. C'est une BD qui tourne autour des relations adolescentes, des problèmes d'amour, de confiance en soi, d'image de soi. Je trouve que cette BD est à la fois très drôle, vraiment il y a énormément de blagues, de jeux de mots, de situations cocasses, comiques, et à la fois très touchante parce qu'elle aborde des thèmes qui nous ont tous de près ou de loin effleurés à un moment donné de notre vie. Et je relis toujours aujourd'hui avec autant de plaisir ces BD qui pourtant m'ont construite pendant mon adolescence. Alors je connais pas du tout cette BD, donc je me la note. Pourquoi pas un jour si je tombe dessus en médiathèque. Parce que c'est vrai qu'acheter une série de BD, déjà, il faut la place et c'est cher. Alors en plus, si la série n'est pas terminée. Mais par contre, un jour, si je tombe dessus en médiathèque, et en médiathèque, ils ont beaucoup de bandes dessinées, c'est fort possible qu'il l'ait et que j'essaye un jour pour découvrir ce que c'est. Prochaine question, le livre qui t'a rendu folle. Et là, il s'agit de L'Astrée d'Honoré Durfé. Alors, le premier tome seulement, parce qu'il y a 5 tomes. C'est un livre que j'ai dû étudier l'année dernière pour l'agrégation. C'est un livre que j'avais envie de lire depuis très longtemps parce que quand notre professeur de français nous en avait parlé en première, je me souviens, elle nous avait dit oui, on avait fait un cours sur le roman. Et à un moment donné, elle avait parlé des romans fleuves. Et elle avait parlé de L'Astrée d'Honoré Durfé qui faisait plus de 2500 pages. Et j'étais là en mode waouh, roman qui fait plus de 2500 pages. Et pour l'agrégation, on a eu donc le tome 1 à préparer, et rien que le tome 1, qui fait un peu plus de 700 pages, est absolument affreux à lire. C'est-à-dire qu'il y a tellement de personnages. C'est pire que Game of Thrones, le truc, vraiment. C'est l'histoire de petits bergers, c'est de la pastorale en fait, on appelle ça comme genre. L'histoire de petits bergers qui ont des chagrins d'amour, donc... C'est un livre qui a été écrit au début du XVIIe siècle par Honoré Durfé, et j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé L'Astrée, mais juste ça m'a rendue folle parce que j'arrivais pas à cerner qui était qui, tellement il y avait de personnages, de lieux, j'étais perdue, j'ai dû faire une carte mentale pour repérer les relations entre les personnages. Ça, je pense que ça peut autant me rendre fou que m'énerver. Quand il y a beaucoup de personnages, quand on finit par s'y perdre, c'est le défaut parfois de certains romans russes, mais finalement on finit par s'y retrouver parce qu'ils sont tellement longs les romans qu'au bout d'un moment on s'y retrouve. Mais là, c'est vrai que moi ça peut vite m'énerver aussi. Pas seulement me rendre fou, mais m'énerver. Prochaine question, le livre qui t'a énervé. Alors là, c'est un livre du même style, mais beaucoup plus contemporain, enfin beaucoup plus proche de nous en temps. Il s'agit de 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, que j'ai étudié également pour l'agrégation l'année dernière. Et ce livre m'a franchement énervé à la première lecture parce que là, c'est pareil. Il y a tellement de personnages, ça se déroule sur 100 ans. À peu près, comme son nom l'indique. On suit une famille sur 7 générations, et cette famille a vraiment un gros problème parce qu'elle appelle ses enfants comme les parents. En gros, à la fin du roman, il y a une vingtaine d'Aureliano et tu ne sais pas qui est qui. Là c'est pareil, t'es obligé de faire un arbre généalogique, sinon tu t'y retrouves pas. Ce livre m'avait énervé parce que j'avais beaucoup de mal à comprendre qui faisait quoi. Mais ce qui m'a plus énervé dans 100 ans de solitude que dans L'Astrée, c'est que dans L'Astrée, il y avait quand même... On arrivait à suivre les personnages parce que c'était toujours les mêmes, alors que dans 100 ans de solitude, les personnages, il y en a qui disparaissaient, qui mouraient et qui laissaient place à leurs enfants, et c'était encore plus difficile de s'y retrouver, vraiment un micmac pas possible. Je l'ai relu à la fin de la préparation, ça a été beaucoup mieux, mais franchement la première lecture énervée. Ben voilà, c'est exactement ça. Ça peut autant nous rendre fous que nous énerver. Et 100 ans de solitude, moi j'en avais parlé sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une recette d'un chef-d'œuvre où j'avais admis que c'était un chef-d'œuvre, mais qu'au bout d'un moment, ça m'avait franchement agacé cette prolifération des personnages et surtout qu'on les confonde parce qu'ils portaient tous le même nom. Et à la fin, on s'y perd. La première génération, c'est intéressant. La deuxième, à la limite. À partir de la troisième, quatrième, cinquième génération, c'est insupportable à la fin. On finit par le plus s'attacher aux personnages et on finit par les confondre. Mais on est avec qui là déjà? À aucun moment faut détourner le regard, etc. Parce que sinon vous savez même plus avec qui vous êtes. C'est le petit-fils de qui lui? Ils portent tous les mêmes noms. Un peu dommage quand même.
4e question, le livre que tu espères lire. Alors c'est un livre que j'ai acheté, enfin en vrai il y a plein de livres que j'espère lire, mais c'est un livre que j'ai acheté récemment donc je vais en parler. Il s'agit de À rebours de Huysmans. Huysmans c'est un auteur décadent, donc mouvement de la fin du 19e siècle qui me plairait beaucoup de découvrir davantage. J'étais tombée sur un extrait de À rebours pour ma leçon du CAPES, pour laquelle j'avais obtenu 20 sur 20. Donc j'en ai un très bon souvenir et j'avoue que le fait d'avoir travaillé sur un extrait de ce roman, je connaissais pas du tout, ça m'a donné envie de le lire. Dernière question pour clore ma bibliothèque idéale, le livre qui mériterait d'être le plus connu. Je voulais vous parler des Amours jaunes de Tristan Corbière, mais puisque je vous l'ai déjà évoqué pour ce qui est de la poésie, je vais vous parler d'une BD / roman graphique qui est absolument magnifique. Il s'agit de Beauté. C'est un conte, on pourrait presque dire un conte philosophique qui vous fait réfléchir sur le thème de la beauté justement. C'est l'histoire de Moru, une fille qui est non seulement moche, mais en plus qui pue le poisson, d'où son surnom. Il se trouve qu'un jour elle va aider une fée à se libérer de je ne sais plus trop quoi, et la fée, pour la récompenser, va lui proposer un don. Et au début, Moru lui dit moi je souhaite devenir belle pour trouver l'amour, et la fée lui dit écoute, je ne peux pas te rendre belle, par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux te rendre belle aux yeux des autres. Et en fait, Moru reste la fille qu'elle est, c'est-à-dire elle va toujours sentir le poisson et elle est toujours laide en réalité, mais tout le regard des gens autour d'elle va complètement changer. En fait, c'est surtout le regard des hommes. Toute une question sur l'apparence, sur le regard, sur est-ce qu'on est réellement celle qu'on paraît ou celle qu'on veut paraître. Vraiment, je vous conseille absolument cette BD. Alors, il y en a eu 3 tomes qui ont été reliés en un grand roman graphique. Moi, c'est la version que j'ai. Je vous la conseille 1000 fois. Ah, ça a l'air intéressant, hein. Ça a l'air intéressant cette bande dessinée. Alors, comme vous le savez, moi, j'ai du mal avec l'expression roman graphique. Elle est utilisée, elle est dans les grands magasins, dans les librairies, mais je ne comprends toujours pas pourquoi on a inventé ce nom de roman graphique. C'est pas un roman. Pourquoi roman graphique? Pour moi, c'est une bande dessinée. Et il y a les bandes dessinées en France, les bandes dessinées franco-belges, il y a les mangas au Japon, il y a les fumetti en Italie, les comics aux États-Unis, mais on a les bandes dessinées. Pourquoi avoir été inventé cette notion de roman graphique? Il faudrait vraiment qu'un jour quelqu'un m'explique rationnellement pourquoi. Moi, je pense que c'est le pire nom qui a été trouvé. Roman graphique, comment on peut s'imaginer qu'en fait ça va être une bande dessinée? Non, c'est une bande dessinée, pas un roman graphique. Au-delà de ça, ça a l'air vraiment très intéressant. Bon, en tout cas, merci Manon d'avoir participé à ce jeu, à ce défi qui n'est pas évident, hein, vraiment pas évident, de la bibliothèque idéale. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller découvrir la chaîne de Manon, qui s'appelle Manonaise. Je vous mettrai le lien dans la description. Et puis également à regarder en intégralité sa vidéo qui est également sur sa chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Vous aussi, si vous voulez participer à ce format de la bibliothèque idéale, envoyez-moi votre vidéo, vous filmez chez vous, peu importe comment. Après, moi, je m'occupe du montage. Envoyez-moi tout ça par mail, à l'adresse mail qui va se retrouver dans la description de cette vidéo également. N'oubliez pas de vous abonner, c'est encore mieux pour être de plus en plus nombreux ici sur cette chaîne. Aimez cette vidéo, commentez-la en mettant votre avis sur les choix de Manon. Et puis à très bientôt, moi je vous dis à très bientôt sur cette chaîne des Mémoires d'Adrien pour du contenu tout le mois d'août. Vous avez vu, je vous avais dit que je ne vous lâcherai pas. Vous avez le cahier de vacances, vous avez la bibliothèque idéale, vous allez avoir plein d'autres surprises tout au long du mois d'août. On va parler de littérature et ça, c'est génial. Allez, ciao. Pa, 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 pa.